Bonjour, vous êtes avec Christelle et Mika, De nouveau, de nouveau. de rechef. Et nous allons vous présenter le professeur Perron. Ah non, on n'avait pas dit professeur Perron. Professeur Christian Perron, alors. T'es sûr Ah. c'est lui? C'est lui. Ah bon, ouais, parce Alors. qu'il passe j'arrête pas de le voir à la télé. Enfin, à la télé, dans Ah, les- ben c'est pour ça. Donc, je- Christian Perron par-ci, Christian... Enfin bon, allons-y quand même. Bon, donc je vous ai mis une photo pour que vous ciblez bien le professeur Perron pour ceux qui n'auraient pas suivi les interviews. C'est un monsieur qui a une sacrée carrière, Ah oui, ah oui. qui est plutôt bonhomme, souriant sur cette photo. Ouais, il est sympathique. Il a l'air sympathique. Sympathique. Il passe bien dans les médias. Hein. Donc, allons-y. Le professeur Perron est un médecin et professeur des universités praticiens hospitaliers français et il est spécialisé dans le domaine des pathologies tropicales, notamment la maladie de De Lyme. Lyme. Voilà, Ouais, c'est on parle un pas, parle spécialiste. pas assez souvent de la maladie de Lyme. Eh ben, lui, il sait en parler parce Ouais, que justement, ouais. c'est vraiment Ouais, le spécialiste de cette Voilà, maladie-là. tout à fait. D'ailleurs, il a, en tant que médecin, bien œuvré pour les traitements, pour que les traitements soient Bien sûr, bien sûr. prescriptibles, parce qu'il y Ouais. avait des soucis apparemment au niveau des antibiotiques. C'est clair. Ouais. Donc il a une sacrée carrière, il a soutenu 2 thèses quand même, donc c'est loin d'être un imbécile. Ouais. Il participe en 2004 à la recherche d'un vaccin contre le virus de la grippe aviaire qui, je le rappelle, est le H5N1. Voilà, à pas confondre avec le H1N1. Mais on va le retrouver aussi Ah oui, oui, au oui, niveau oui. du H1N1. Absolument, un peu plus tard. Il a été en 2009 vice-président du groupe European Advisory Group of Experts on Immunisation, étage. Voilà, c'est l'étage en fait. C'est l'étage. Et alors l'étage, là nous sommes à l'étage supérieur, qui conseille la politique vaccinale européenne de l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS. Voilà, voilà. D'ailleurs, il ne le cache pas. Hein, Ouais. Il ne le cache pas. Il dit qu'il a travaillé pour l'OMS. Alors, il ne s'étale pas sur l'étendue de la durée. Alors tu avais recherché, donc tu as trouvé un premier rapport en 2006. Le tout premier rapport auquel j'ai pu remonter, c'est 2005. Alors, premier rapport 2005, et visiblement, il aurait arrêté ses En fonctions 2016. en 2016. 2016. Donc, ça Voilà, veut dire qu'il y d'accord. serait resté 11 ans. C'est pas mal. 11 ans Et 11 ans, à alors étage. donc, à l'étage. Hmm. Alors, je sais pas si c'est l'étage supérieur ou. Enfin, en tout cas, il a monté les échelons. Là, on est pas mal, hein, je Au dirais. niveau échelon, ça me rappelle tu sais, un peu le. Tu sais, il y avait au niveau de. Je sais plus si c'est OSS 117, Ah, ou il y avait l'échelon, tu sais, l'échelon. ou James Bond, Oui, il y avait, exact. voilà, il y avait l'échelon. L'échelon. Là, c'est l'étage. Oui, là, c'est l'étage. Bah, en fait, donc ça correspond un peu parce que pour être vice-président en 2009, Hmm. je veux dire, on ne devient pas vice-président du jour au lendemain. Ouais, non. non. Donc ça veut dire, et puis en plus, il y a des éléments factuels, donc des rapports de 2005 et notamment de 2006, on verra ça tout à l'heure par rapport à l'immunisation. Ouais. Il préside la commission des maladies transmissibles du Haut Conseil de la Santé et on verra que en ce sens, il avait présidé justement une commission qui avait rendu un rapport au Haut Conseil de la Santé publique justement. Donc on verra ça tout à l'heure. Oui, 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 oui. Ah oui, parce qu'effectivement, bah, en 2009, vu ce qui s'est passé, avec les achats, H1N1, ouais. les achats de vaccins Voilà. avec Madame Bachelot, Ça c'est pareil. bah, il a été obligé de rendre des comptes on verra ça. en 2010. Quoi, hein. Donc il y a eu une audition, comme pour Monsieur Raoul, La même chose en fait. il y a eu une audition en Ouais, ouais. 2010 où là, il est obligé de s'expliquer. Alors là c'était devant le Sénat. C'était devant le Sénat. Mhm. Alors, pour continuer un petit peu sur sa fiche Wikipédia, on apprend que il a pris une sacrée position en fait par rapport à la maladie de Lyme en 2016 et il affirme que l'explosion de la maladie de Lyme, cachée par l'armée américaine et les scientifiques sous sa coupe, est due à une prolifération mal contrôlée de tiques trafiquées par le chercheur en virologie. Alors, nazi, je sais pas qui a rajouté ça, De trick ou de tic? de tiques. De tic, hein. Eric Traub, réfugié aux États-Unis. Et alors, attention, tenons-nous bien, le professeur Didier Raoult le qualifie alors de confrère qui a pris une position de leader du Lyme,
sans bagage scientifique spécifique dans ce domaine, autre que ses croyances et le support de ses disciples. Alors, on voit qu'en 2016, il prend une position très tranchée sur la maladie de Lyme, et on voit que le professeur Didier Raoult le soutient. Mhm. Oui, oui, oui. Ah bah oui, ils se connaissent. Enfin, je veux dire, comme on disait tout à l'heure dans une vidéo précédente, ils se connaissent pratiquement, enfin, surtout à un certain niveau. C'est un petit milieu. C'est un petit milieu, et puis ils sont tous invités les uns les autres à des congrès. D'ailleurs, ils ne le cachent pas. Je veux dire, au niveau des conflits d'intérêts, quand ils se justifient en 2010, il dit bah oui, effectivement, j'ai été invité dans la telle. Ils sont tous invités dans des congrès et voire dans des symposiums. On verra ça tout à l'heure. Dans des symposiums, bien sûr. Et donc, du coup, on peut se demander si finalement le professeur Perron ne renvoie pas l'ascenseur au professeur Raoult, là, actuellement, quoi. Tu vois, par rapport à sa prise de position sur la chloroquine, tu vois. Ah non, mais bon. Je sais pas, c'est une question. Ouais, d'accord, ouais. On voit l'ascenseur, l'étage. Alors justement, puisque tu... un ascenseur à tous les étages. Puisque tu parles de l'étage, allons voir. Donc je vous mets, voilà. Alors ça c'est l'affiche, c'est un article donc europe.wu.ent et là il est en anglais. Je l'ai traduit. Donc c'est un groupe consultatif technique européen d'experts sur la vaccination. On s'aperçoit que cet étage est composé de 6 à 8 experts en vaccination nommés par le directeur régional de l'OMS pour l'Europe. Ce groupe est chargé de fournir un examen indépendant et des contributions techniques d'experts au programme de lutte contre les maladies évitables par la vaccination de l'OMS en Europe, dans le but de faciliter et d'accélérer les réalisations en matière d'éradication, d'élimination et de contrôle des vaccins évitable par la vaccination dans la région européenne de l'OMS. Alors bon, c'est traduit de l'anglais, je vous dis pas. Donc l'étage, en fait, il a été créé au début des années 90 pour favoriser le développement du programme régional de vaccination. Et l'étage a donné tout un tas de rapports. Tous les ans, en fait, tous les ans, ils font des rapports. Et l'étage travaille dans le cadre du plan d'action européen pour les vaccins 2015-2020, donc c'est le plan EVAP. Alors ça c'est assez intéressant, donc je suis allée chercher ce qu'était le plan EVAP. Donc là j'ai trouvé une production qui date de 2014, donc on peut dire que M. Perron y était, puisqu'il a quitté en 2016. Oui, il y était encore en 2016. Allons voir. Donc, hop. Et d'ailleurs, il me semble bien que M. Perron peste contre Bill Gates. Oui, tout à fait. Ah oui. Il dit que Bill Gates, c'est lui qui a la main mise sur l'OMS. Sur l'OMS. Alors ça, c'est assez intéressant. Vous allez voir pourquoi. Ah, il le dit, Et donc, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Il le dit, tout le monde est d'accord. Donc voici en fait la production, ce rapport. Il a été fait à Copenhague le 15-18 septembre 2014, donc M. Perron y était. Plan d'action européenne pour les vaccins 2015-2020, donc bon voilà, on a tout l'ordre du jour. Alors le récapitulatif des objectifs. Alors, tous les pays s'engagent à faire de la vaccination une priorité. 2. Chacun comprend la valeur des services de vaccination et des vaccins et exige d'être vacciné. 3. Les bienfaits de la vaccination sont procurés de manière équitable à tous grâce à des stratégies adaptées et novatrices. 4. Des systèmes de vaccination solides font partie intégrante d'un système de santé performant. 5. Les programmes de vaccination bénéficient d'un accès durable à un financement prévisible et à des fournitures de haute qualité. Voilà les objectifs de ce plan en fait. Et alors, je suis allée regarder dans les partenaires. Alors, laissez-moi retrouver la page. Et là, ça devient, mesdames, messieurs, très intéressant. Vous allez voir pourquoi. Le rôle des partenaires. Alors, la participation des partenaires nationaux et régionaux permet d'adopter une démarche commune et d'optimiser les efforts consentis pour protéger la santé de chacun.
Parmi les partenaires importants pour les États membres, donc les États membres européens, on retrouve l'UNICEF, des agences et institutions de l'Union européenne, par exemple le CDC, des partenaires et des donateurs de l'initiative contre la rougeole et la rubéole et de l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite, y compris les CDC des États-Unis. Quand on connaît les polémiques sur la rougeole, les vaccins de la rougeole par rapport au CDC, les mensonges qu'il y a eu sur ces vaccins, il y a de quoi se poser des questions. Notamment récemment en 2018. Ouais, exact. Et alors, nous avons l'UCED, là j'ai pas creusé sur l'UCED, mais qui on retrouve dans ce rapport l'alliance Gavi. Gavi, je le rappelle, a été créée par la fondation Bill et Melinda Gates. Donc quand M. Perron tape sur la fondation Bill et Melinda Gates qui financerait l'OMS, il est parfaitement au courant. Il le cite dans le rapport en 2014, tu vois. Bien sûr. Parce que déjà il y a il y avait des articles qui remontaient déjà en 2001. Ouais. Déjà en 2001, je veux dire, on tape Bill et Melinda Gates, l'OMS, on trouve tout de suite des articles. Déjà en 2001, c'était déjà financé par Bill et Melinda Gates. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'il a quitté en 2016 ou pas? Il y a que lui qui peut répondre. Ouais, ça vaudrait le coup de lui poser la question, en tout cas. Il y a que lui qui peut répondre. Est-ce qu'il s'est rendu compte, au bout de 11 ans de participation, oui. Vieux motard que jamais. C'est clair. Vieux motard que jamais. Ça peut arriver. Ça peut arriver, je veux dire, peut-être qu'il était étourdi, ou je ne sais pas, ou... tout est possible. Bénéfice du doute, et je veux dire, il n'y a que M. Perron qui pourrait répondre à toutes ces questions factuelles, en fait. Alors, ça vaut peut-être le coup de lui poser la question. Appelons-le. Et alors, dans les partenaires, on retrouve aussi des organisations de la société civile et des organisations non gouvernementales. Donc, il y a des ONG là derrière aussi. C'est assez intéressant quand même. Oui. Alors, tout à l'heure, tu parlais de la grippe H1N1. Et donc, nous allons voir effectivement le compte rendu du Sénat. Oui, avec Mme Bachelot, avec ses millions de doses qu'elle a jetées. Alors, on s'aperçoit que le mercredi 2 juin 2010, il y a eu l'audition de M. Christian Perron. C'était un des derniers, parce que ça s'est clôturé en juillet. Ouais, c'était un des derniers à passer, tu veux dire. C'était un des derniers à passer. Il y a eu tout le monde est passé, tout le monde est passé en revue pour. Et la conclusion. Alors, on vous a pas mis la conclusion parce que ça n'avait rien de voilà, mais en fait, il y a eu beaucoup de conflits d'intérêts qui ont été relevés. Donc la question, tout de suite, je ne sais pas si tu es au début. La première question, c'est est-ce que vous avez des conflits d'intérêts? Alors, je vous demanderai également, puisque cette audition est publique, de nous faire reconnaître en application de l'article L 4113-13 du Code de la santé publique si vous en avez vos liens avec des entreprises produisant ou exploitant des produits de santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits. Et il répond « Je n'ai pas de conflit d'intérêt, sauf des invitations à des congrès que j'ai déclarés au Haut Conseil de la Santé publique et que j'avais déclaré à l'Agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé également. J'ai déjà eu des conflits d'intérêt sur les antibiotiques par rapport sûrement à la maladie de Lyme, mais qui n'avaient rien à voir avec la grippe. » Donc, voilà, alors on va pas vous lire toute l'audition, mais vous pouvez la retrouver et c'est assez intéressant quand même. Oui, très parce intéressant. qu'il est quand même drôlement invectivé oui. par le président du Sénat, quoi. En plus, c'est au niveau du contexte, donc c'est un des derniers à passer. Ouais. Donc il y a ça aussi. Qui sont sans doute aperçus, parce que la conclusion le confirme, dans le sens où à chaque question posée, soit il détournait, il répondait pas franchement, et en fait, à chaque fois qu'il posait des questions, il disait oui, mais là vous avez un conflit d'intérêt, là aussi. Donc tout de suite, la première question, est-ce que vous avez... En plus, c'est sous serment. Donc ils sont obligés de répondre. Voilà, après c'est à vérifier. Mais à la conclusion, elle a été patente, quoi. Alors nous qui l'avons lu, j'ai trouvé des choses très intéressantes, vraiment. Et à mettre en relation avec ce qui s'est passé actuellement au niveau du Covid. C'est à peu près la même configuration, quoi. Ouais. Sauf qu'en 2011, enfin en 2010, il y avait encore la possibilité d'une certaine justice et d'audition, de vraies auditions de la part du Sénat. Donc c'est vrai que là, le
le conseil scientifique et Roselyne Bachelot s'était fait vraiment taper sur les doigts. Bien sûr, bien sûr. On retrouve pratiquement le même modus operandi à l'heure actuelle, mais on ne va pas retrouver les mêmes auditions, ça va être complètement différent. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'était... vraiment, lisez-le, parce que c'est assez intéressant, quoi. Vraiment, vraiment. Donc pareil, il parle de la grippe de 1918, qui a été sévère. Hein. L'influenza. Ils disent que le virus peut être gentil au début, mais peut s'avérer mortel. C'était pareil. Ah, mais c'est exactement les mêmes termes que, notamment professeur Raoul a employé. Au début, non, c'est un gentil virus. C'est les gentils ou les méchants. C'est toujours pareil. Soit il est gentil, soit il est méchant. Il est gentil, mais il peut devenir méchant. Ou non, finalement, il n'est pas si méchant que ça. Ou... Enfin, c'est que des termes très binaires. Pareil. Très enfantins en même temps. Très enfantin, enfin, un gentil virus et un méchant virus. Ouais. Alors qu'au départ, ils ne savaient rien. Il dit les chiffres initiaux étaient alarmants. Moi-même, qui suis plutôt optimiste, j'étais inquiet. La rapidité d'extension était vraisemblablement liée au transport aérien en provenance du Mexique. La détermination de la mortalité variait la même semaine de 1 pour 1000 à 1%. Enfin, ils ne savaient pas trop au départ, donc ils ont pris cette décision de commander pour, combien on avait dit, 718 millions d'euros hors taxe de doses de vaccins qui n'ont pas été utilisées. TTC, ça représente 1 milliard à peu près. À peu près 1 milliard, ouais. Donc par rapport à ça, ils se sont vraiment tapés sur les doigts. 94 millions de doses, je crois, multipliées par... parce que c'était divisé par rapport... Il y en a qui étaient en injection, avec adjuvant, non adjuvant, sous forme de spray, et donc hors taxe. Et donc, il faut rajouter la taxe. Effectivement, ça représentait 1 milliard. C'est énorme. Il y en a certaines qui ont réussi à revendre, d'autres non. Par exemple, ils voulaient la vendre à l'Ukraine, finalement c'est la Russie qui a récupéré le marché. Finalement leur a permis de créer eux-mêmes leur propre vaccin. Et ils ont vendu au Qatar apparemment. Voilà, absolument, oui. Et alors ce que je trouve intéressant dans le rapport, c'est les données virologiques montraient que les récepteurs étaient plus bas dans les voies respiratoires et qu'ils pouvaient attaquer le poumon profond. Il fallait donc rester en alerte. Le Covid-19, c'est la même chose. Les similitudes sont énormes. Donc c'était quand même pas mal. Il a été auditionné. Monsieur François Autain était quand même, je ne vais pas dire hautain, mais assez virulent. Virulent, voilà, c'est ce qu'il connaît. Comme un virus virulent. Voilà, donc là il y avait eu un couac, et d'ailleurs Claire Séverac avait carrément fouillé, elle, le dossier. Elle avait montré à quel point il y avait des conflits d'intérêts entre Bachelot et justement les labos pharmaceutiques pour lesquels elle avait bossé. Enfin, ça avait été une arnaque complète, quoi. Bien sûr, bien sûr. Moi j'aimerais revenir quand même sur étage et la vaccination, ce qu'on a vu tout à l'heure. J'ai fouillé un petit peu par rapport à l'objectif numéro 3 de l'agenda 2030. Donc l'objectif numéro 3, c'est donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être à tous les âges. J'allais dire à tous les étages. Oui, c'est pas mal, c'est sûr, tous les étages. Bah, finalement, une vie humaine, c'est sous forme d'étages. Donc, les bas étages. C'est rigolo. Le troisième objectif vise à assurer la santé et le bien-être de tous en améliorant la santé procréative, maternelle et infantile, en réduisant les principales maladies transmissibles, non transmissibles, environnementales et mentales. Ces enjeux sanitaires pourront être réalisés à condition de mettre en place des systèmes de prévention visant la réduction des comportements déviants, ainsi que tout facteur de risque pour la santé, d'assurer un accès universel à une couverture médicale et aux services de santé, de soutenir la recherche et le développement de vaccins et de médicaments et améliorer la gestion des risques sanitaires dans les pays de développement. Mais on s'aperçoit que, étage pour la question vaccinale, on est en plein de nouveau l'objectif numéro 3 de l'agenda 2030 et preuve année, donc la couverture
de santé universelle, c'est tout ce qui concerne l'accès des services de santé essentiels de qualité et à des médicaments et vaccins essentiels, sûrs, efficaces, de qualité à un coût abordable. On est en plein là-dedans. Oui, oui, on peut aussi faire état de comment s'appelle-t-il, l'immunisation, tu sais, de 2006. Ah oui, donc là c'est un rendez-vous qui a lieu, tu me disais, Tous les mois d'avril. Tous les mois d'avril. Donc tous les ans, tous les mois d'avril. Et là, monsieur Christian Perron participait en 2006. En 2006. Ouais, tout à fait. Donc on revient sur, effectivement, puisqu'on en parlait tout à l'heure, il a participé en tout cas à l'élaboration, je remonte, d'un rapport qui s'appelait Les maladies infectieuses émergentes, état de la situation et perspective. Donc de toute façon c'est un spécialiste bien sûr. Rapport à ces maladies-là, donc c'était logique qu'ils prennent part. Hein. Et alors, ce que vous allez voir, ce qui est intéressant dans ce rapport, donc il faut que je trouve de nouveau, donc vous voyez, il est président de la commission spécialisée des maladies transmissibles, voilà, monsieur Christian Perron, il est cité. Et ça, c'est un rapport, je crois, de 2011, je crois. Ah, je crois, ouais. Oui. Ah, je ne sais plus. C'est ça. À peu près. Oui. Alors, il faut que j'arrive à le retrouver. Donc là, on a le groupe plénier. Alors, il fait partie aussi d'un groupe de travail. Donc, c'est le président de la commission, mais en même temps, il fait partie d'un groupe de travail. Voilà, ici. Hop. Il fait partie de ce groupe de travail-là. Et alors, fait intéressant, vous allez voir qui c'est qu'il y a. Nous retrouvons participants à la table ronde sur la contribution des sciences humaines et sociales à la connaissance, à la prévention et à la réponse donc, à ces maladies émergentes. Nous avons Jean-François Delfrécy. Oui. Donc nous avons déjà parlé, président du Conseil scientifique pour le Covid, président du think tank Santé mondiale 2030. Donc lui, c'est Agenda 2030 aussi. Et puis nous avons aussi monsieur Jean-Paul Moati, il me semble. Et nous retrouvons monsieur Jean-Paul Moati également. Absolument. Jean-Paul Moati, nous l'avons vu dans une vidéo précédente, qui a fait partie de l'INSERM, de l'IRD et de l'Open Society, la partie... Global Health. Voilà, santé globale. Santé globale, et qui a remis le fameux rapport. Oui, le 11 septembre. Le 11 septembre, sur le développement durable aussi. Voilà. Donc c'est quand même pas mal. Voilà. Et on les retrouve aussi, je crois que tu vas faire état de ça aussi, par rapport à l'ICHEAD. Oui, alors, ce rapport, en fait, avant de passer à l'ICHEAD, ce rapport, pour faire le lien toujours avec l'agenda 2030, ils font état dans ce rapport des changements rapides associés à la mondialisation, en particulier le développement des transports aériens. Donc, c'est pour ça qu'il y aurait effectivement transmission rapide des maladies. Et ce rapport suit la saisine de la Direction générale de la santé, suivant le rapport du groupe interministériel de 2008 qui s'appelait Impact du changement climatique sur la santé, adaptation et coûts associés en France. Donc là, on est encore une fois dans l'agenda 2030. En fait, tout tourne autour de cet agenda-là et on s'en rend compte. Chaque fois, on y revient à chaque fois. Alors, tu parlais de l'ICHED. Oui, et là, c'est assez intéressant. Ah oui, ça c'est un peu la cerise sur le gâteau. Alors, l'ICHED, d'après qu'on a gratté un petit peu, ça doit dater début des années 90, en fonction des rapports, le 94. Ça a débuté, la première, c'est un symposium en fait, il doit dater de 94. Oui, ça fait un moment que ça existe. Oui. Donc c'est un symposium qui regroupe des partenaires sponsors et qui regroupe des médecins, en fait, qui font des conférences. Voilà, très spécialisé sur le HIV.
Absolument, mais c'est un vrai business, le HIV en Voilà, fait. Hein. très spécialisé sur le HIV, et il n'y a que Monsieur Perron qui y a participé. Alors lui, il y a participé par rapport à la maladie de Lyme, Voilà, maladie infectieuse émergente. voilà, absolument. Et là, il y a participé en 2018. D'accord. Donc, nous allons chercher les partenaires de l'IFED en 2018. Alors, il faut savoir que monsieur Raoul et monsieur Perron et monsieur Roussel dénonçaient les conflits d'intérêts avec Et monsieur Moati aussi. Et monsieur Moati aussi, oulala, oui. Dénonçaient les conflits d'intérêts qui pouvaient exister Avec Gilead. avec Gilead et les membres du conseil, du CAIR, du conseil Voilà. scientifique. Le deuxième. Bon, bah alors, eux, donc du coup... Voilà, alors regardez qui est le sponsor d'or. D'or, hein, pas... Attention, il a la médaille d'or celui-là. Attention. Gilead, bien sûr. Alors là, j'ai envie de dire foutage de gueule ou pas C'est une question. Est-ce que M. Perron savait, ou est-ce que M. Raoul, ou est-ce que les autres savent que les partenaires de l'ICHED, ce symposium-là, s'ils y participent en tout cas, c'est Gilead, quoi, le partenaire d'or. Bien sûr. Est-ce qu'ils sont au courant? Et dès le début, hein, dès le début. Enfin, Ah ouais. dès le départ, Dès le Gilead, départ. oui, oui. Et pas que lui, hein. Ouais. Mais effectivement, Gilead était... parce que Gilead, en fait, Ouais, finance la lui. recherche sur le HIV Il y a depuis de très nombreuses années. Exact. Il y a MSD aussi, Mm. Healthcare. Voilà, je vais pas tous vous passer, mais il y en a plein, quoi. Oui, oui. Alors, le prochain symposium aura lieu au mois de février 2021. Ouais. Et bah, il y a un invité de marque, hein. Ah. Monsieur Jean-François Delfrécy sur le coronavirus. Et est-ce qu'il a lieu à Paris? Il a lieu à Marseille, je crois. Ah. À Marseille, hein, Marseille. Bon, c'est très souvent Marseille. Ah, Très souvent Marseille. très souvent de Marseille. Alors, Ok. monsieur Moati y a participé, monsieur Didier Raoul y a participé. Monsieur Didier Raoul et monsieur Moati qui dénonçaient Gilead aussi. Ouais, D'accord. ils y ont participé aussi. Bon, ben c'est intéressant. Voilà. Ensuite... Alors, peut-être, oui. parce qu'effectivement, là, ça remonte. Didier Raoul, c'était en 2012. Je crois que la même année que monsieur Moati. D'accord. Alors, peut-être, encore une fois, comme tout à l'heure, on peut dire que, enfin, par rapport à monsieur Perron, peut-être qu'il y a eu un réveil. Bah, peut-être. Peut-être peux qu'effectivement, à force de côtoyer, peut-être qu'il y a eu un rêve. C'est possible, hein. Oui. C'est possible qu'il y ait des éveils ou des prises de conscience ou Des fulgurances, des tu sais. fulgurances. Tout est possible. Mais en tout cas, factuellement, voilà, participer à un symposium, c'est un peu ce qu'on avait un peu relevé quand on avait fait la vidéo, donc encore une fois sur William Bourdon, et par rapport à l'association des lanceurs d'alerte, la maison des lanceurs d'alerte, où il y avait des participants comme M. Pasco, Priscilla Ludowski, il y avait M. Boulot, etc. Et on dit, bah, soit vous n'êtes pas au courant, à ce moment-là on vous informe en disant, bah, regardez tous ceux qui participent, qui sont partenaires. Mhm. Il y avait Sherpa, il y avait Transparency International, Ouais. il y avait Anticor, il y avait les Amis de la Terre, Oh, il y avait tout ça. Donc c'est à un moment donné, soit c'est une, comment dire, une candeur, Oui, ça peut. ça peut, une candeur, une naïveté, Mhm. et que par moment il y a une fulgurance Ouais. en disant bon Dieu mais c'est bien sûr, mais attention, parce que là je dis attention, Mhm. je dis pas deux fois attention, je dis attention, parce que si M. Perron à l'heure actuelle, ou M. Raoul, ou un tel, aujourd'hui, dénonce Gilead, etc., il ne faudrait pas les retrouver dans un symposium l'année prochaine. Ah, c'est vrai, il faudra regarder. Il faudra regarder. En même temps, nous nous sommes aperçus, parce que il y a une sympathisante des Constituants qui s'appelle Emmanuelle, qui a fait des masques. Oui. Et sur les masques, en fait, d'ailleurs j'en ai eu un en cadeau puisque j'avais participé à la première OP à Gilead. Mhm. Sur ce masque, il y a la valeur en bourse de Gilead. Oui. Et on s'aperçoit, Elle a dû monter un petit peu, c'est ça, hein. qu'elle a monté. Voilà. Et la valeur en bourse a monté à partir du moment où ils ont commencé à dénoncer les conflits d'intérêts avec Gilead. Oui. Et en fait, ne serait-ce que dénoncer les conflits d'intérêts avec un labo, ça leur permet de faire des OPA en bourse. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, sur ces OPA, ils parient sur la dette, ils parient sur l'effondrement. Ils ne parient plus sur les dividendes, en fait, qui vont être prévus
ou prévisible, il parie sur l'effondrement. Ça avait été relevé par Francis Cousin. Ça, et ça a été relevé aussi par les époux Delépine. Donc, Monsieur Delépine l'avait dit aussi dans une émission qu'on avait fait avec lui. Tout à fait. Donc, il faut se méfier. Parce que nous, on peut avoir tendance à dire il dénonce un tel. Bien sûr. Dénonce. Et, comme Sanofi, par exemple, tu vois. C'est de la publicité. C'est de la pub. Et en même temps, comme maintenant, il parie sur l'effondrement et sur la dette. Ben, la valeur, elle monte quand même. Absolument. C'est ça qui est fou. Oui. C'est inversé. Ça peut paraître paradoxal. Ouais. Pour une pensée normale. Ouais. Mais non. Mais non, parce que c'est inversé. C'est une autre logique. C'est une autre logique, c'est ça. Mais c'est un peu du même principe, hors contexte, mais même principe que Donald Trump. Quand il faisait sa campagne en 2017, où il disait « Peu importe qu'on parle de moi en bien ou en mal, le plus important c'est qu'on parle de moi. » Ben là, c'est pareil. C'est la même chose, en fait. Après, qu'il y ait des personnes qui m'aiment ou qui me détestent, mais le plus important, ce qui relie les deux, c'est qu'on parle de moi. Donc c'est le fait d'être connu. Ouais, j'entends. Et effectivement, là, c'est encore différent par rapport au laboratoire. Mais ne serait-ce que de l'évoquer, bah, effectivement, ça ne peut que faire varier et en l'occurrence monter la valeur boursière. Et ça serait intéressant de suivre Sanofi, tu vois là, oui. à l'heure actuelle, la valeur de Sanofi. Bien sûr. Alors, comme je suis un peu taquine, j'ai quand même cherché les conflits d'intérêts qu'aurait pu avoir M. Perron. Alors déjà, est-ce qu'il a eu des conflits d'intérêts ou pas? Bah, il le dit un peu en 2010. Il dit, voilà, il l'avoue un petit peu en disant oui, effectivement, bon, bah, hormis ceci, hormis cela, mais... Voilà. Donc, je suis allée sur la base de données Transparence Santé qui est mis en ligne par l'État, quoi, carrément, puisque c'est un point gouv. Et alors, par contre, ce qui est dommage, c'est que ça commence en 2012. Donc, j'ai pas pu corroborer ces dires, tu sais, par rapport à 2010. Oui, comme très souvent, c'est vrai que très souvent, ça s'arrête à une certaine date. Ils ont commencé à partir de 2012. Oui, alors il y a ça, le fait de ne pas pouvoir remonter plus en avant. Et puis, il y a un peu, comme on avait dit, par rapport au bilan de certaines sociétés, où, effectivement, à une certaine date... Il ne détaille plus. Bon. Donc on s'aperçoit que ce monsieur, en fait, il a eu des repas payés par Novartis Vaccines. Il a eu des enquêtes payées par Medexact, des transports payés par Pfizer. Oui, Pfizer. Hébergement, inscription. Alors ça devait être sûrement pour assister, tu sais, à un symposium ou un congrès. Oui. Donc, il y a les frais de déplacement, les frais de bouche. Voilà. On appelle ça les frais de bouche. Il a eu un repas payé par MSD. MSD, je le rappelle, je le remets, est partenaire sponsor argent MSD de l'ICHED. Donc on le retrouve dans la base de données. Je ne vais pas tous vous les citer. Il y a Ecomed, Pfizer, encore une fois. Mais Pfizer, en fait, est le labo qui le rémunère le plus, quoi. Pour des frais d'inscription congrès, pour les voyages, pour les repas, hébergement. Hop, on va aller sur la page numéro 2. Ah, eh ben il ne me l'affiche pas, la page numéro 2. Génial. Hop, je reviens. Ah bah zut. Bon, une erreur est survenue. Ça arrive. Bon, vous avez vu à peu près... Non, c'est pas un complot. Non, c'est pas forcément. Donc, pas forcément. En fait, il a déclaré jusqu'en 2017 ou 2018, je crois, tu vois. Donc, il a suivi quand même ses déclarations. Et, oui. Voilà, donc... oui, d'ailleurs, il le disait en 2010. On disait, bon, il y a des moments où, bon, je le faisais sur papier libre. Oui, voilà. Donc, bon, je crois qu'à l'heure actuelle, en fait, on peut tirer une conclusion, c'est qu'il n'y a aucun chercheur ou médecin qui soit indépendant. Oui, c'est pas possible. C'est plus possible. C'est plus possible. D'ailleurs, Buzel le disait. Et il me semble bien que il pourrait y avoir comment dire je sais pas le terme employé. On aimerait bien qu'il y ait des médecins intègres. On aimerait bien, comme une espèce d'espoir, et donc un espoir qui pourrait se projeter sur telle ou telle personne. Là, en l'occurrence, là, en 2020, c'est sur
je fais exprès, hein, monsieur Didier Perron et monsieur Christian Raoul, c'est ça? Non, mais je fais exprès, mais dans le sens où là, ça se passe en 2020. Il y a d'autres médecins il y a quelques années, et puis il y en aura sans doute demain ou après-demain ou dans un an. On aura peut-être complètement oublié, ou en tout cas la pensée ordinaire aura complètement oublié ce qui s'est passé en 2020 et on sera passé à d'autres médecins. Et ainsi de suite. Bien sûr. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de remonter en arrière et de voir l'historique. Ouais. C'est pas pour chercher la petite bête, mais de voir, ah tiens, est-ce qu'il y a une cohérence dans ces dires? Oui. Ah tiens, il y a quelque chose qui cloche. Ou tiens, bon, après, effectivement, en l'occurrence, en l'état, M. Perron ne fait plus partie de l'étage, etc. Bon, ok, mais il en a fait partie. Tiens, il critique l'OMS, mais en même temps, il en a fait partie pendant 11 ans. Donc, en même temps, il est habilité pour en parler, mais en même temps, il a fallu 11 ans, ou voire plus, pour pouvoir les critiquer d'une façon négative. Oui, c'est en termes d'exemplarité, en fait, de cohérence. Voilà, de cohérence. Ça, alors, effectivement, l'émancipation est possible. L'émancipation de sortir du système, mais est-ce que réellement c'est sortir du système ou c'est je pousse à droite pour gagner à gauche et inversement? Après, il n'y a que la personne en elle-même qui pourrait répondre à toutes ces questions, donc effectivement, ça serait bien de pouvoir rencontrer M. Perron, M. Raoul, pas mal pour leur et poser la question, poser toutes ces questions qui sont somme toute normales. Oui. Et de ne pas poser des questions style journalistiques, qui n'ont absolument creusé aucun dossier et qui ne connaissent absolument pas, si ce n'est de lire une fiche Wikipédia, ça tout le monde peut le faire. Et puis ensuite, donc, d'où vient cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait, dans quel milieu, et par qui ou quoi elle a pu être financée, et ainsi de suite. Alors, donc, dernièrement, on a appris que l'Ordre des médecins l'avait convoqué, je crois. Oui, il s'est fait taper sur les doigts. Il s'est fait taper sur les doigts. Et une association, alors je ne me rappelle plus le nom, Yannick me l'avait donné, une association de Lyme, c'est ça, pour la maladie de Lyme, en fait, qui est plus une association finalement de personnes atteintes, tu vois. Elle veut porter plainte contre l'Ordre des médecins. Pour défendre M. Perron. Mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'ordre des médecins. Il y a clairement une oligarchie mondialiste et globaliste qui soutient l'agenda 2030, qui veut le faire avancer, qui, elle, aimerait bien voir l'ordre des médecins détruit. Parce que c'est une entité nationale et propre à la France, déjà. Parce que ça aurait pu représenter un contre-pouvoir qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. C'est plutôt une entité qui préserve l'intérêt des médecins et qui défend des médecins même quand il y a des affaires de pédophilie, tu vois. Donc c'est vraiment c'est une corporation, quoi, un peu. Oui, bien sûr. Voilà, quoi. Mais je vois bien qu'il y a cette intention quand même de mettre en lumière l'ordre des médecins pour faire remonter tout le caca et pour qu'à un moment donné ça soit dissolu, tu vois, qu'il y a cette volonté, quoi, quand même. Oui, parce que si on regarde bien, je ne sais pas si on en a fait état, mais M. Moati, il est professeur. Oui, exact. Madame Agnès Buzyn, elle est professeure. On dit toujours Madame Buzyn, Madame la ministre, elle est professeure. Monsieur Yves Lévy, il est professeur. Ils sont tous professeurs, spécialisés. Et là, ils se connaissent tous, quoi. Ils se connaissent tous, et ils ont tous plus ou moins travaillé dans le milieu de l'HIV. Vraiment, le HIV, en dehors de M. Perron, mais même M. Perron, il y a travaillé aussi. C'est un peu le dénominateur commun. Et ben oui, il a écrit une thèse là-dessus. Voilà, et voilà. Donc le HIV, depuis de nombreuses années, il y a un business. Il faut le dire, il y a un business. Clairement, Et quand on voit ce qui se passe avec la vaccination en Afrique et le HIV, je veux dire, à un moment donné, c'est pas la peine de faire un dessin. Je veux dire, c'est. Mais là, c'est pareil. Le HIV, c'est devenu une marchandise, quoi. Bien sûr, bien sûr. Du moment qu'il y a du business, il y a de la marchandise. Et c'est cette marchandise qui va leur permettre de déployer l'agenda 2030 sur un autre niveau, tu vois, sur le niveau des maladies infectieuses, quoi. Oui. Ce qui me semble, parce que là, il me semble que c'est un peu, je fais exprès, c'est un peu comme si on était au tout début d'une pandémie, mais mentale. Ah ben, Bill Gates l'a dit, c'est pandémie one. Voilà. Donc c'est au tout début où il y a quelque chose qui est en train de se répandre dans l'atmosphère. Donc au début ça commence par une épidémie, après ça devient une pandémie, mais au niveau mental, c'est-à-dire que la mentalité est en train de changer. On se rend compte, mais là on va sûrement avec Tournesol vous faire une émission sur l'agenda 2030. Là c'est très lourd.
Et on l'a déjà évoqué avec Mika dans la vidéo d'Extinction Rébellion. Ils sont clairement en train de provoquer un changement de mentalité. Et c'est vrai que ce qu'on constate quelque part, c'est que ces médecins participent à ce changement de mentalité. Alors, il me semble que ça ne peut pas être encore visible. Parce que, me semble-t-il, il y a encore la grossièreté, en fait, qui est liée en fait, à une espèce de dualité, les bons et les méchants, les lanceurs d'alerte et ceux qui foutent la merde. Je fais exprès de caricaturer. Et que tant qu'on sortira pas de ça, de cette binarité, de cette dualité apparente, et qu'on passe pas à autre chose. Pour avoir une analyse un peu plus haute, quoi. Ouais. Mais c'est difficile dans l'instant présent, c'est difficile. C'est un peu comme dans la vie de tous les jours. Est-ce possible d'avoir toujours ce recul face à un événement? Et de ne pas être tête dans le guidon. Voilà, et de répondre d'une façon spontanée, mais vraiment parce qu'il faut donner une réponse. Et là, en l'occurrence, par rapport à tout ce qui s'est passé, là, si vraiment on prenait un tout petit peu de... Là, nous sommes soi-disant fin juin, début juillet. Tout ce qui s'est passé depuis ces dernières semaines, depuis ces derniers mois... Ça a été très intense. C'est très intense. Et comment l'être humain peut arriver à ingérer tout ça, à intégrer tout ça et à ne pas se laisser prendre par toute cette ingénierie, parce que, à mon sens, pareil. Il s'agit de l'ingénierie, tout est ingénierie, et tous les événements qui arrivent sont de l'ingénierie, mais qui ne permettent pas, justement, ou empêchent la raison, empêchent d'être posé, et de poser les choses, et d'arriver à avoir ce recul nécessaire pour ne pas tomber dans l'émotionnel, et donc de ne pas avoir une réaction de type pro ou anti. Alors que là, c'est pas le but, quoi. Le but, c'est pas d'être pro-Péronne ou anti-Péronne. Le but, c'est de voir son background, de voir dans quoi il a évolué, pour établir des tactiques et des stratégies d'approche. Si jamais on vient à parler avec lui, à ce moment-là, quelle stratégie adopter? Voilà. Oui, et c'est vrai que c'est très difficile. Enfin, il me semble que c'est beaucoup plus... Oui, une disposition plus déstabilisante pour la pensée, de ne pas avoir de parti pris. Ouais, c'est clair. Ni pour, ni contre. Bien au contraire. Alors ça demande effectivement de ne pas avoir d'a priori, ni positif, ni négatif, mais juste avoir des faits, et à partir de là, comme finalement comme dans toute rencontre, de voir, tiens, surtout si c'est un personnage public, de voir s'il y a de la cohérence dans ce qu'il peut dire. Alors effectivement, personne ne peut dire quelque chose dans le moment présent, mais dire oui, simplement, je ne comprends pas pourquoi. Voilà, c'est pas cohérent avec ce que vous avez fait des années avant. Donc il ne s'agit pas de pointer pour pointer la petite bête, pour rechercher la petite bête, mais il s'agit juste de voir s'il y a une cohérence, ou si c'est, comment dirais-je, caché entre guillemets. Et de mettre en lumière, du coup, ce qui est caché, quoi. Et voilà. Ça revient à la même chose que de mettre en lumière les agissements de l'oligarchie, finalement. Oui. Parce qu'effectivement, quand on voit, ne serait-ce qu'un politique, là, ce qui me vient, parce comme il y a eu les élections la municipales, donc me vient Bordeaux, par exemple, où Juppé, quand il s'est fait prendre la main dans le sac, il était obligé de s'expatrier au Canada, de faire des conférences, il s'est fait oublier au niveau de la pensée, il est revenu, il avait le cul propre. Ouais, c'est clair. Parce que la pensée l'a oublié. Il y en a certains qui ne l'ont pas oublié, et d'autres qui l'ont complètement... Ah oui, et Macron, quand il s'est fait élire, en 2017... Il n'avait pas de passif politique. Il n'avait aucun passif politique. C'est magnifique, alors qu'il avait été ministre de l'économie, tu vois, quand même. C'est fou, quoi. Et là, à l'heure actuelle, on se rend compte que l'oubli est très rapide. Oh là là. Très, très, très rapide. C'est comme dans 1984, quoi. La biffure est biffée d'un instant. Ouais. Et c'est vrai que ça demande beaucoup, ça demande du temps. Alors, je vois très souvent, on a créé un Tipeee. Alors nous, on ne créera pas de Tipeee, ni non, on s'en fout de la cagnotte, quoi. On n'est pas ça pour... à bas les cagnottes, quoi, où vivent les cagnottes. Mais je veux dire, à un moment donné, non, c'est à chacun, en fait. C'est à chacun de se responsabiliser et de faire ça. Moi, je le fais pour moi, et je crois qu'on le fait pour nous-mêmes, mais en termes de se réapproprier, en fait, l'histoire. Oui, ça, c'est important. Mais de se réapproprier l'histoire, aussi bien une histoire qui a eu lieu il y a 1 heure
qu'il y a eu lieu hier, ou il y a une semaine, ou il y a un mois, ou il y a un an, mais comme peut faire un historien, vraiment un chercheur, où effectivement, c'est là où les historiens, en fait, peut dire oui, mais c'est, qu'on appelle ça de la... tu sais, un peu ceux qui... les historiens qui ont été un peu... comme Marion Sigaud, par exemple, qui a été pointé du doigt. Ah, du révisionnisme, tu veux dire? Du révisionnisme. Mais qu'est-ce que le révisionnisme? Qu'est-ce que c'est que ce terme péjoratif, si ce n'est de revisiter l'histoire? Donc on revisite l'histoire, donc on passe en revue qu'est-ce qui s'est passé, factuellement parlant, indépendamment de ce qui a été écrit, soi-disant, dans un livre d'histoire. Mais de soi-même, de reprendre cette légitimité, ou cette... Ça permet de se responsabiliser, de responsabiliser ses actes et ses opinions, finalement. Oui. C'est ça qui est important. Oui, et puis indépendamment de qui que ce soit, parce qu'effectivement, il y a ce qui est relayé dans la presse, et puis avec, oui, moi je suis pro, moi je suis anti. Si ça s'arrête là, c'est pauvre. C'est très pauvre. Et là, c'est la pensée qui est vraiment... Et il me semble aussi que ensuite il peut y avoir, tellement c'est pauvre, une mésestime de soi. Peut-être. Parce que c'est comme une personne qui ne se connaît pas. Ouais. D'où le fait de se réapproprier sa propre histoire aussi. Mais ça passe par là, de se réapproprier l'histoire, donc de se réapproprier en fait un historique d'un personnage public. D'où vient-il? Qu'est-ce qu'il a fait? Quel est son parcours? Et qu'est-ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui il a ce type de discours? Est-ce que c'est cohérent comme n'importe quel homme public, qu'il soit politique, médecin ou autre? Mais effectivement, une information remplaçant une autre information, et ça va très très vite. C'est difficile de prendre du recul. C'est difficile. Et en même temps, ça veut dire aussi prendre du temps, de se poser, et de chercher, et de remonter à la source, tant bien que mal, parce que, mais bon, maintenant sur Internet, il y a à peu près... il y a pas mal de données, c'est clair. La data. Ouais. Bon, je crois que... On a fait le tour? Ouais, synthétiquement parlant. Oui, très synthétiquement. Mais bon, ça donne des pistes, quoi. Ouais. Ça donne des pistes. C'est clair. Et puis de voir, surtout par rapport à ce qu'on a évoqué, Gilead et l'OMS. Enfin bon, ça donne des pistes voilà, ça donne un cursus, quoi, ça donne un background. C'est ça. Ok. Eh bien, bonne journée, bonne soirée. Voilà. Bonne nuit et joyeuse Pâques. Bye bye.